Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, Sabah al-Khair, Azouf Lawan. Avec nous aujourd'hui, Ilan Mortafi. Elle est écrivaine, activiste, elle a été attachée de presse, journaliste et plein d'autres rôles qu'elle a fait. Et aujourd'hui, elle vient avec son livre Algiers, Third World Capital. Et merci de nous avoir accueillis chez vous. C'est un grand plaisir pour moi. Donc, je vais un peu raconter ce que j'ai appris sur vous. Vous êtes né en 1928. Décembre 1928, ici à New York. Et vous avez été très jeune dans le militantisme. Vous avez été une activiste très jeune, ici déjà aux États-Unis. Puis un jour, vous partez à Paris, le pays des droits de l'homme. Mais en 1951, quelque chose a changé. Vous avez vu des choses qui ont un peu changé votre perception de ce qu'est la France, de ce qu'est Paris. En 1952, quelques mois après que je suis arrivée à Paris, il y avait le 1er mai, c'était une grande fête à Paris. Les syndicalistes, le CGT, etc., le Parti communiste sont mis à défiler avec des chars, beaucoup de gens, ça durait des heures. C'était très réjouissant. Des jeunes gens vendaient des muguets qu'ils ont collectionné tôt le matin dans le bois autour de Paris. C'était une jolie fête. Et tout à coup, lorsque la fête prenait fin, le défilé prenait fin, les gens étaient en train de démonter le char et partir, sont arrivés des milliers, littéralement des milliers d'hommes courant avec des bras étendus, 10 ou 12 par filet. Et les uns après les autres, ils venaient, ils ne cessaient de venir. C'était tous des jeunes, tous pauvrement vécus, et il n'y avait pas une pancarte, pas un banderole, pas un drapeau, rien. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Ils essayaient de rattraper le défilé, mais c'était trop tard. J'ai appris quelques jours plus tard que c'était des jeunes Algériens, des travailleurs, des ouvriers, qui avaient été d'abord invités par le CGT à défiler avec eux, et ensuite leur participation a été annulée. Et ils entendaient quand même être vus, ils ont essayé de rattraper le défilé, ils n'ont pas réussi. Et j'ai appris aussi quelques jours plus tard qu'ils étaient membres d'une organisation qui s'appelait le MTLD, le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques. Et que leur dirigeant était un certain Messali Hadj. Et ce Messali Hadj a essayé, dans la même période, au milieu de 1952, a organisé à Orléansville, actuellement une ville qui s'appelle El Osman, il a organisé un meeting pour parler aux Algériens de l'indépendance. La police française est intervenue, a tiré sur la foule, a tué plusieurs personnes, a blessé de nombreuses personnes et a arrêté Messali Hadj qui a été mis en résidence surveillée. Alors, c'était mon premier contact avec l'Algérie et j'ai tout à coup réalisé que la France n'était pas aveugle aux couleurs de la peau, que la France était en fait aussi raciste que les États-Unis, bien que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils avaient reçu des soldats noirs américains de façon
Très bien, très accueilli, c'était un accueil très chaleureux, chose qui n'avait pas reçu l'accueil aussi bien aux États-Unis. Mais les ouvriers algériens étaient autrement traités et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, un grave problème. Oui. Donc avec ça, c'était un peu la fin d'un rêve, de ce que les rêves que vous aviez de Émile Zola, Proust et tant d'autres que vous avez idéalisé un peu la France. Oui, j'étais prête à tomber amoureuse de la France avant de venir. Je l'étais d'une certaine manière. Mais j'avais vu ce jour-là qu'il y avait de graves problèmes. Le colonialisme était profond, le racisme était profond, et que les solutions n'étaient pas prêtes à intervenir. Alors, j'apprenais le français à l'époque. Et une fois que j'ai appris le français, j'ai commencé à travailler comme interprète. À l'époque, il faut se dire que personne ne parlait de langue. Les Français ne parlaient qu'anglais, les Anglais ne parlaient, les Français ne parlaient que français, les Anglais ne parlaient qu'anglais, et les personnes qui parlaient deux langues, qui pouvaient faire la navette entre les deux langues, étaient très rares. Alors j'ai trouvé du boulot assez facilement. Je suis devenue rapidement interprète ou traductrice. Et éventuellement, j'ai même organisé un congrès international pour une organisation qui s'appelait l'Assemblée mondiale de la jeunesse. Ce congrès a eu lieu à Accra, au Ghana. C'était le premier pays indépendant après avoir été une colonie de l'Angleterre. Et donc c'était en 1961 que j'ai organisé ce congrès, et là j'ai rencontré Frantz Fanon et Mohamed Sanoun. C'était un congrès où on demandait les deux représentants de GPRA, de gouvernement provisoire de la République algérienne en guerre depuis 5 ans, demander une résolution forte condamnant la France pour avoir mené une guerre brutale contre l'Algérie, exigeant l'indépendance pour ce pays. On a formé une sorte de comité à 3, Sanoun, Fanon et moi, pour des résolutions en général contre le colonialisme, contre l'impérialisme, etc. On a été très actifs politiquement, tous les trois, et ça nous a un peu renforcé notre amitié, notre solidarité. Le fait de travailler ensemble pour plus de justice dans le monde, plus de dignité, ça nous a soudés en quelque sorte. Et ça, c'était aussi quand vous êtes revenu, et ça, c'était dans le travail que vous avez fait à l'Organisation des Nations Unies, le travail diplomatique que vous avez... Oui, ça est venu après. Ouais. Je me suis rendu d'Accra aux États-Unis pour une visite à ma famille. Et c'est là que j'ai rencontré Abdelkader Chambéry, qui était représentant du GPRA à New York auprès de l'ONU. Et il m'a demandé de travailler avec son équipe. Il avait une équipe de 2 personnes. Et du coup, on était 4 en tout. À l'époque, la France avait une délégation de 93 personnes, plus une ambassade à Washington. Et, mais on a fait en sorte qu'il y avait une résolution sur l'Algérie qui demandait
l'indépendance de l'Algérie, qui demandait à la France d'arrêter la guerre, la violence, les camps de concentration, etc. Et on militait. C'était très difficile. Beaucoup d'anciennes colonies de la France votaient sous pression avec la France contre l'indépendance de l'Algérie. Il faut dire que la France avait plus de 20 colonies en Afrique à l'époque. Et elle a laissé, elle a donné la liberté, l'indépendance à toutes ces colonies, y compris le Maroc et la Tunisie, pour garder l'Algérie. Le message de façon générale que la France essayait de faire accepter par les pays de l'ONU était que la guerre de l'Algérie n'était pas une guerre, mais était une sorte de mouvement de protestation. Et la difficulté aussi, parce qu'on parle souvent de la lutte armée, on ne parle pas souvent de la lutte diplomatique et de son importance à l'époque. Certains disent que la guerre a été gagnée grâce à la lutte diplomatique qui a été, pour la plupart, été menée ici, à New York, à l'Organisation des Nations Unies. Oui, effectivement. La France était la 4e puissance militaire du monde.